Voilà, Garinda Hormi conférence. Et moi, j'y crois beaucoup. Et bien, ça sera une année 2023, sans doute tournant. Bravo à vous, très passionnant dans votre passion. Je me permets, et je suis sûr qu'on aura l'occasion de vous proposer de revenir plus longtemps, même encore en parler l'an prochain. Et je cède la parole à mes collègues. Merci beaucoup, les insoumis. Alors nous poursuivons avec la même thématique, l'Afrique en avant-garde des énergies. Quelle coopération énergétique entre l'Europe et l'Afrique? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Ibrahim Yacouba, ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables de la République du Niger. Bienvenue, Monsieur le ministre. Avec nous, Jean-Pierre Flavenec, professeur et spécialiste de l'énergie à Paris-Dauphine. Bienvenue. Myriam Kassemi-Fournier, fondatrice et directrice générale de Senji. Bienvenue. Et enfin, M. Charles Mba, ancien ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation de la République du Gabon. Alors la planète s'accorde sur l'urgence de transiter vers les énergies vertes, mais le monde reste également confronté à une réalité, c'est le difficile détachement des énergies fossiles en raison des besoins des populations, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et aujourd'hui, il est important de voir comment les deux continents peuvent coopérer ensemble pour arriver à continuer de se développer tout en préservant la planète. Et j'ouvre ce débat en posant cette question, parce qu'on sent que le monde est face à un dilemme. On en parle depuis quelques années, quand on parle à la COP, il y a le sujet qui revient à chaque fois. L'Europe, d'un côté, qui demande aux pays riches en énergie fossile, que sont les pays de l'Afrique, de réduire les investissements dans ce domaine-là, de les abandonner, alors que 650 millions de personnes sont encore privées d'électricité sur le continent et que l'Afrique reste peu développée. Alors aujourd'hui, comment faire face à ce dilemme et comment les États africains, je me tourne d'abord vers vous, Monsieur Ibrahim Yacouba, est-ce que vous ressentez déjà ce dilemme en tant que pays africain? Et comment vous abordez cette question de la transition énergétique alors que vous faites face à ces réalités de développement? Bien, merci Madame pour l'invitation. Je voudrais dire que s'agissant du dilemme que vous évoquez pour les pays africains, le seul dilemme qu'ils ont à résoudre, c'est celui de l'accès à l'énergie. Non seulement vous avez évoqué qu'il y a à peu près la moitié de la population qui n'a pas d'électricité, mais cette population-là a tendance à croître ou au niveau global ou au niveau de certains États. Donc le vrai dilemme, la vraie question que nous avons à résoudre, c'est de créer les conditions de l'accès à l'énergie. Il n'y a pas de devenir pour l'Afrique, il n'y a pas de devenir pour notre économie
nous n'aurions jamais la capacité de transformer ce potentiel africain formidable si nous ne produisons pas l'énergie qui va avec. Or, pour le moment, nos capacités sont réduites. Et c'est cela le dilemme que nous affrontons. Évidemment, aujourd'hui, dans la tendance globale, il y a un débat sur la transition énergétique nécessaire pour que nous nous responsabilisions par rapport au devenir de l'humanité. Mais l'Afrique a défini une position commune. C'est celle de dire que cette transition, elle doit être juste et équitable. Il faut qu'elle nous permette le développement. Il faut qu'elle consacre même fondamentalement la question du droit au développement. Lorsque vous parlez d'énergie en Europe, c'est notre conception. C'est comment on passe d'une énergie à dominante fossile à une énergie à dominante verte. En Afrique, c'est comment même on crée l'énergie pour le plus grand nombre. Comment est-ce qu'on permet à quelqu'un qui est dans une localité éloignée ou qui est dans une ville d'avoir accès à l'énergie ou abordable géographiquement ou financièrement? Et cette question, elle n'est pas résolue pour la plupart des pays africains. Et même lorsqu'elle est résolue, même dans les pays où vous avez un minimum d'accès à l'énergie, les interruptions sont tellement nombreuses qu'elles coûtent, on estime, entre 3 à 4% de notre PIB. Donc nous, notre seul dilemme, c'est comment on crée les conditions de l'accès à l'énergie. Au demeurant, même en Europe, la dominante, elle est encore fossile dans la plupart des pays que nous avons. Donc vous avez un discours de responsabilisation sur l'environnement, mais vous avez un devoir, une exigence pour nos États de créer les conditions de l'accès à l'énergie. Donc ce dilemme-là, il peut se poser en termes philosophiques, en vérité, mais si nous devons être sincères avec nous-mêmes et en regardant notre responsabilité, c'est de créer les conditions de l'accès à l'énergie. Pour le moment, il y a une grande injustice qu'il faut réparer, il y a un grand déséquilibre qu'il faut réparer. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de développement à étage. Donc, pour le moment, ce développement-là, il est à plusieurs étages entre nous et les autres, et il faut que nous essayions de rattraper cela, et que les partenaires, les amis, soient aussi amis avec nous pour rattraper cela. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je retourne vers vous, monsieur Favnec. Alors, certes, vous enseignez à Paris-Dauphine, mais vous avez travaillé très longtemps dans le domaine de l'énergie en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et c'était d'abord dans le domaine du pétrole. Vous avez... mais moi, ma question, c'est de savoir comment vous avez vécu, en fait, ce passage à l'impératif du renouvelable. Je vais démarrer en reprenant Lionel Zinsou a parlé de plusieurs choses et qui étaient très importantes. Il m'a fait très peur, j'étais un peu... quand il a parlé de Saint-Louis du Sénégal, de la langue de Barbarie, qui effectivement disparaît, m'a d'autant plus inquiété que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse et que je retourne la semaine prochaine pour le festival de jazz. C'est un élément extrêmement important et que j'ai l'intention d'aller sur la langue de Barbarie pour me baigner. Mais il a parfaitement raison, il y a des problèmes d'érosion et donc on revient à ces problèmes donc, de changement climatique qui sont dramatiques. J'ai la chance d'habiter en Bretagne, c'est du rocher qui est solide et dans beaucoup de pays, il y a une érosion qui est catastrophique. Donc l'enjeu actuellement, c'est effectivement de traiter cela. Je rappelle en quelques mots que actuellement, à travers le monde, monsieur le ministre avait raison de le dire, à travers le monde, on est en fossile à 85%. Hein, donc c'est du pétrole, c'est du charbon, c'est du pétrole, c'est du gaz, et donc on va essayer quand on brûle ces énergies, ça donne du CO2. Le CO2, c'est le fameux effet de serre, ça crée un espèce d'effet de serre qui crée le réchauffement, et donc c'est quelque chose de dramatique. C'est d'autant plus dramatique pour l'Afrique, donc qui se retrouve, ça a été très bien exposé par monsieur le ministre. En fait, l'Afrique émet 3% des émissions de CO2 avec 18% de la population, et on lui demande encore de faire des efforts, alors que, en fait, si vous me permettez l'expression, les États-Unis, l'Europe et plus récemment la Chine ont bourré l'atmosphère de CO2 en consommant des quantités énormes. Donc, il faut faire face. Alors, la solution, elle est compliquée. Il y a 20 ans, la question qui se posait, c'était, je me permets encore de caricaturer, y aura-t-il encore du pétrole à Noël? Maintenant, c'est plus du tout la question. Beaucoup d'experts vous diront que l'essentiel du pétrole, du charbon d'abord, du pétrole, et même une partie du gaz, devrait être resté dans le sol si on veut éviter le changement climatique. Alors, deux points sur lesquels je vais finir en insistant. C'est le problème de comment remplacer ces énergies par des énergies renouvelables. Certes, il y a des progrès en matière d'éolienne, en matière de solaire. On parle maintenant d'hydrogène, j'en dirai deux mots. Et il y a des progrès, mais ce sont des énergies d'abord qui sont assez coûteuses. Vous avez très bien cité le fait qu'il faut ce qu'on appelle les matériaux critiques,
le cobalt, le cuivre qu'on trouve en particulier en République démocratique du Congo, du lithium qu'on va trouver dans d'autres pays, des terres rares qu'on peut trouver un peu partout. Mais les Européens qui ont des ressources de tout ça ne sont pas très prêts à exploiter tout ça. Donc ils vont laisser, ça a été très bien dit avant, je sais qu'il y a un gisement de lithium dans la baie de Douarnenez qui est en Bretagne, je ne suis pas certain qu'on va accepter de le mettre en production. Donc là, il y a un problème. La deuxième chose qui était très bien abordée par Monsieur le ministre, c'est de dire, nous avons dans pas mal de pays africains des ressources en pétrole et en gaz, on veut les mettre en production. Monsieur Zinsou avait parlé du Mozambique, du Sénégal, de la Mauritanie, du Ghana, où il y a des ressources. Et le président Macky Sall l'année dernière avait très bien dit, mais laissez-nous développer ça. D'abord, ce qu'on a besoin pour le développement. Et là, on rejoint le problème de l'accès à l'énergie. L'énergie, l'électricité sont en fait à partir de produits pétroliers. Si on remplace par le gaz, c'est déjà mieux. Et puis en plus, ça va nous rapporter un petit peu de devises de manière à pouvoir favoriser notre développement. Donc ça, c'est très important. Et là, je serai un tout petit peu plus optimiste que vous en ce qui concerne l'électrification, tout en sachant que vous avez raison, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'il y a des progrès. Et donc, je suis assez admiratif des progrès qui sont faits dans la plupart des pays africains depuis une vingtaine d'années pour améliorer, même si les résultats ne sont pas encore tout à fait à la hauteur de l'espérance. Très bien, merci beaucoup. Et je me tourne vers vous, Myriam Cassini-Fournier. Vous êtes en plein dans les énergies renouvelables à travers le solaire notamment. Et aujourd'hui, on sait que les énergies renouvelables, tout le monde est d'accord, il faut les adopter, mais il y a plein de défis aussi pour développer cela. Vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous arrivez à relever les défis liés au développement des énergies renouvelables? Alors, bonjour à tous, et je commencerai par vous remercier pour l'invitation et ravie de partager ce débat avec des ministres d'État et des experts, et de dire à Jean-Christophe Tortora et ses équipes, merci beaucoup de nous donner toujours la chance de pouvoir se rencontrer, parce que c'est dans ces intelligences collectives, là, entre les deux continents, qu'on réussit justement à trouver ces solutions et à confronter nos débats, et c'est le débat qui crée de l'énergie et qui nous permet finalement d'avancer. Donc, effectivement, depuis quelques années, nous avons trouvé des problématiques à résoudre en Afrique. Et comme vous l'avez dit très justement, chaque pays a finalement des problèmes différents et donc des solutions qui doivent être différentes. Et nous avons pensé des solutions adaptées aux pays africains. La première des choses qu'on a faites en Afrique, c'est justement de résoudre les perturbations électriques de surtension, de sous-tension, de micro-coupures, d'énergie réactive. Et je vais m'arrêter là pour la technique en Algérie, qui pourtant est un pays extrêmement bien raccordé. Extrêmement bien raccordé, ça veut dire qu'il y a 99% de sa population qui a accès à l'énergie, mais cette énergie n'est pas toujours disponible en qualité et en quantité. Et grâce à l'énergie renouvelable et donc le solaire, en 2016, on a créé ce qu'on appelle des solutions d'accès coupling et de décès coupling, c'est-à-dire qu'on a couplé plusieurs sources d'énergie, donc du réseau conventionnel, du groupe électrogène au diesel, parce qu'il est toujours nécessaire de l'avoir, que l'on soit dans une banque, que l'on soit sur des zones militaires ou bien dans des industries, et également toute la partie photovoltaïque avec les batteries. Donc c'est du courant alternatif avec du courant continu, et ce n'est pas du tout des solutions qu'on avait pensées au départ pour l'Europe, même si j'ai une entreprise en Europe et une entreprise en Afrique. Ce qu'on a aussi très vite découvert, c'est que, comme le disait Monsieur le ministre d'État du Niger, c'est que les solutions sont éloignées, les populations sont éloignées, et la première des urgences pour un État, c'est de leur donner accès à cette électricité. Et on ne va pas aller créer des réseaux de transport qui sont très chers, très longs et très coûteux, mais on va au contraire décentraliser la production là où sont les lieux de consommation. Donc on a développé à la demande de ces pays et de ces sections militaires par exemple, ou de ces besoins d'électrification rurale, des solutions solaires conteneurisées dans lesquelles on met effectivement du mix énergétique un peu différent. Le sujet que l'on a également besoin d'évoquer, c'est que en fonction de la zone de pays africains où on en est, le mix énergétique ne va pas être le même. Et le solaire, le 100% solaire, ne fonctionnera pas, déjà pour son intermittence, mais aussi parce qu'on aura besoin de matériaux, parce que dans la nuit et dans l'hiver, on va produire beaucoup moins. Et en fonction du pays et de ses rendements et de ses ressources et de ses richesses, on va développer des mix énergétiques plus ou moins différents. Mais la première chose que l'on a commencé à faire, c'est économiser l'énergie. Parce que, pour reprendre le cas de l'Algérie où on a commencé, bien, puisque l'énergie est subventionnée et extrêmement disponible, puisque c'est un pays gazier et pétrolier qui n'a pas de dette, eh bien, les subventions de cette énergie fait que l'énergie était souvent gaspillée.
Donc on ouvre les fenêtres au moment où on met la climatisation, on a des pics d'énergie, et nous on a commencé par expliquer et faire des études de maîtrise de l'énergie, donc de souveraineté énergétique. Ensuite on met du photovoltaïque, et ensuite on pérennise tout ça avec le pilotage digital. Et je reprendrai juste le cas du Niger, parce que Monsieur le ministre d'État est ici. Il a un accès énorme à l'uranium et au charbon. Mais c'est évident qu'on ne va pas lui demander tout de suite de faire du 100% solaire, parce que 88% de sa population n'avait pas accès à l'électricité en 2018. C'est beaucoup moins maintenant, parce qu'il y a eu énormément d'efforts. Donc les solutions qui seront propres au Niger sont différentes de celles du Nigeria, sont aussi différentes de celles de l'Algérie ou d'Afrique du Sud. Et effectivement, l'énergie solaire va avoir une réponse, va pouvoir économiser de l'énergie et du charbon, mais on devra, du CO2, pardon, mais on devra réfléchir à un mix énergétique global. Très bien. On devra réfléchir à un mix énergétique, on y reviendra. Je me tourne vers vous, M. Charles Ba. Le Gabon est un grand producteur historiquement d'énergie fossile, mais est aussi devenu très avant-gardiste sur la question des énergies renouvelables. Alors, comment, depuis le Gabon, vous réussissez à vous positionner sur cette thématique centrale de la transition énergétique en dépit des réalités du pays? Bien, je vous remercie. Comme les autres intervenants, je voudrais remercier la tribune et les organisateurs de ce forum de me donner la parole ici. Je voudrais dire que vous me donnez l'occasion de montrer que, au fond, l'Afrique est plus sage qu'on ne le dit, parce que en réalité, quand on regarde son mix énergétique, il n'est pas si carbone que cela. C'est cela la vérité. Et le Gabon est exemplaire de ce point de vue, parce que sans contrainte, il a choisi de s'orienter vers ces problématiques-là. Voilà. Je crois que, au-delà d'ailleurs de la transition énergétique, quand le président Omar Bongo décide de consacrer une part importante du territoire à des parcs nationaux pour la protection de l'environnement, on est dans cet état d'esprit qui montre bien que la transition énergétique est aussi une question de volonté. C'est une question de volonté, et je crois que les Africains sont prêts à prendre ces volontés si on laisse l'Afrique considérer que son premier défi, c'est le développement. Le ministre de l'État l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas à choisir entre l'énergie et le développement. Nous avons à faire les deux, et peut-être même d'abord le développement, c'est-à-dire que nos populations ont besoin d'améliorer leurs conditions de vie, leur niveau de vie, la santé, l'éducation, comment dire, le fonctionnement normal d'une économie, des industries transformées. Et pour cela, nous avons besoin d'énergie. Le Gabon, effectivement, fait la démonstration que la transition énergétique, pour les pays, est aussi une question de volonté. Et je crois personnellement que les Africains, les dirigeants africains sont assez sages, parce que l'expérience ou la réalité est que le mix énergétique de l'Afrique n'est pas si catastrophique que cela. D'accord, très bien. Certains d'entre vous l'ont évoqué précédemment. Avec la guerre en Ukraine, il y a eu un renchérissement des commandes de l'Europe vers l'Afrique, les commandes d'énergie fossile, pour pouvoir alimenter les pays européens. Aujourd'hui, au regard de tout ce que vous avez présenté chacun, quel sens faudrait-il donner, à votre avis, à la coopération énergétique entre l'Europe et l'Afrique, quand on sait qu'il y a des projets comme le gazoduc Nigeria-Algérie qui est en cours, Nigeria-Maroc qui est en cours, pour pouvoir renforcer les approvisionnements en Europe? On va faire un tour de table. Monsieur le ministre Yacouba, nous commençons avec vous à tour de rôle, et essayez chacun de parler en 1 minute.
Sur le sens de la coopération, je pense que c'est un axe nécessaire entre l'Europe et l'Afrique, et c'est tellement nécessaire que politiquement, ce cadre-là a été défini depuis au moins 15 ans, bien avant qu'il y ait la guerre en Ukraine. L'Union européenne et l'Afrique ont convenu qu'il faut un cadre de partenariat sur la question énergétique. Maintenant, les événements en Ukraine l'ont accéléré. Et ça, c'est une chose, il va s'accélérer. Parce qu'il y a les considérations de marché d'abord et les considérations de bon sens. On ira chercher l'énergie là où elle est disponible et elle coûte le moins cher. L'Afrique a ce potentiel-là. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est qu'on recherche dans le partenariat, il y a la question de dérisquer les pays. Il faut vraiment dérisquer. Je ne parle même pas de dérisquer les investissements, parce que ça, c'est une autre thématique, mais il faut dérisquer l'Afrique. Aujourd'hui, la présence des entreprises européennes en Afrique, elle est fortement contrariée par le coût de l'argent, par le risque très élevé qui est attaché à ça. Et puis par une exagération déraisonnable du risque attaché à l'Afrique. Aujourd'hui, il y a des pays qui se portent bien, qui ont des cadres institutionnels bien appropriés, des législations attractives et la volonté aussi d'avoir un partenariat de qualité. Mais l'exagération du risque fait que les investissements sont très très difficiles. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons travailler pour rendre concrète la relation que nous pouvons avoir avec l'Union européenne. Il y a ça, il y a la question de transfert de compétences et surtout la question de volonté. Lorsque vous voulez vraiment être dans un partenariat de qualité, il faut connaître l'Afrique. Il reste encore un déficit pour beaucoup de pays, pour beaucoup d'entreprises européennes, à connaître vraiment ce qui se passe en Afrique. Il y a une dynamique formidable qui échappe à ceux qui ne connaissent l'Afrique que superficiellement. Et du coup, un jour, on s'est réveillé, on était tellement débordés ou même mis à l'écart parce qu'on n'a pas pris les risques minimums nécessaires et on n'a pas eu simplement le courage et l'audace de regarder ce qui se passe en Afrique. Ce qui se passe en Afrique est formidable, il faut l'accompagner. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect. Enfin, c'est la question du mix énergétique. Dans beaucoup de pays, nous au Niger, on aspire à le faire. À peu près le tiers va être porté sur les énergies renouvelables avec le solaire, l'éolien, etc. C'est un choix que nous faisons et c'est de toute façon aujourd'hui nécessaire. Mais il faut reconnaître aux pays africains le droit d'exploiter toutes les ressources qu'ils possèdent aujourd'hui pour l'énergie. De toute façon, ceux qui ont l'argent le font. Les pays africains, on en parle de l'effort parce qu'on n'a pas l'argent pour l'exploiter. Lorsqu'on parle du choix du fossile ou du renouvelable, nous en parlons dans le forum. Mais entre-temps, beaucoup de pays continuent à mettre des centrales à charbon tous les ans de capacité extraordinaire. D'autres pays en Europe rouvrent ces centrales, ils exploitent. Mais nous, parce que l'argent même, il est censuré tant que vous allez l'investir dans le fossile. Et lorsque vous ne l'avez pas, vous parlez au forum. Mais sinon, je vous assure, le choix, il n'est même pas cornélien, il est très simple. Si nous avions les ressources, nous aurions exploité toutes les ressources. Je vais vous dire tout à l'heure, le Premier ministre l'a dit, la proportion de tonnes de CO2 qui est émise par les Africains. Un Nigérien, il émet 370 fois moins qu'un habitant du Qatar. 370 fois moins qu'un habitant du Qatar. On a du charbon au nord, mais on ne peut même pas faire des centrales pour faire 20-30 mégawatts et donner de l'énergie basique aux populations. C'est totalement injuste et presque irrationnel. Donc ça, il faut le corriger par nos politiques, par le partenariat que nous avons, et puis par une volonté sincère de coopérer vraiment. Corriger les injustices au travers du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Monsieur Favnek. Oui, merci de me redonner la parole, merci pour les organisateurs. Très rapidement, donc je crois, que le problème du changement climatique doit être traité, donc il faut réduire les émissions de CO2, mais je l'ai dit, les grands responsables ne sont pas les pays africains, et M. le ministre vient encore de rappeler qu'un Nigérien émet 370 fois moins de CO2 qu'un Qatari, donc il faut le prendre en compte. Donc il faut développer également les énergies renouvelables, qui ne peuvent pas tout résoudre, ça a été évoqué, mais elles sont quand même utiles. Et donc l'Afrique, là aussi, peut avoir un rôle à jouer. Donc il faut avancer sur le problème des énergies renouvelables. Je voulais simplement signaler un programme important de coopération entre l'Europe et l'Afrique dans le domaine des énergies renouvelables. C'est un programme qui est financé à la fois par les pays européens et les pays africains. Et je crois que là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est un sujet qui est en plein développement, le développement des renouvelables. Merci. Très bien. Myriam Fournier-Cassini, quel sens pourrait-il donner à la coopération énergétique entre l'Europe et l'Afrique de manière à respecter les spécificités de chaque continent?
Alors, je suis assez d'accord que chaque pays africain et même chaque sous-région va avoir des problématiques à résoudre qui vont être très différentes l'une de l'autre. Et nous, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on a la chance d'avoir des équipes d'ingénieurs, et je voudrais insister là-dessus, qui sont extrêmement bien formés depuis plusieurs années sur ces problématiques-là. Et les étudiants africains ont bénéficié d'un engouement très particulier au métier d'ingénieur. Et donc, on peut aller sur place aujourd'hui, avoir des ingénieurs qui sont tout à fait capables en génie électrique, en génie civil, en génie mécanique. Ensuite, il nous faut toute la partie équipement. Et là, l'Europe a quelques années d'avance sur les onduleurs, la fabrication des câbles, l'assemblage d'un certain nombre d'équipements. Les panneaux solaires viennent beaucoup d'Asie, mais il reste une production locale. Et des pays africains ont aussi décidé et se sont lancés dans l'intégration de plus en plus importante de ces équipements qui seront nécessaires pour pouvoir ensuite installer. Et l'intérêt de l'énergie solaire, par exemple, mais aussi des autres mix énergétiques, c'est qu'ensuite, il nous faut des installateurs, donc des métiers locaux, avec des architectes qui vont construire finalement les centrales photovoltaïques en génie civil, et si on doit les mettre sur des structures, mais aussi celui qui va installer, donc l'électricien. Et tout ça, c'est des métiers que l'on forme et qui continuent de créer une émulation au niveau des différents corps de métier dont on a besoin. Le lien entre l'Union européenne et l'Union africaine, je ne pense pas qu'il soit à créer, mais il est à renforcer. On en est la preuve vivante aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait des années qu'il y a effectivement ces liens, c'est une évidence avec la proximité, l'infrastructure et surtout la diaspora et l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui plus juste à la mode mais qui donne des résultats très concrets grâce aussi à tous ces réseaux qu'on a créés de femmes entrepreneurs. Et c'est un message particulier que je voulais passer parce que j'ai eu la chance d'avoir quelques distinctions et quelques reconnaissances grâce aux innovations que l'on a trouvées, puisqu'on était face à des problèmes, on a été obligé d'avoir des solutions qui sont devenues des innovations ailleurs. Et ces réseaux de femmes aujourd'hui, elles sont extrêmement encourageantes parce qu'elles créent des énergies très intéressantes et elles prennent soin de leur environnement. Et pour conclure, la note optimiste que je voulais laisser, c'est qu'aujourd'hui, nos ingénieurs travaillent pour des études très complexes et très poussées pour l'industrie française, par exemple. Et donc, on est en train de créer des solutions et des projets photovoltaïques en France et dans d'autres pays européens. Et c'est mon hub d'ingénieurs basé en Afrique, donc Sénégal, mais aussi d'abord Algérie, qui travaille pour ces solutions complexes. Comme on a eu des problèmes particuliers, encore une fois, de perturbations électriques, de génie électrique assez poussé à résoudre, et bien aujourd'hui, on a des solutions évidentes dans les usines pour l'Europe et on est très fiers de ça. Bien, merci beaucoup et nous terminerons avec vous, Monsieur Mba. Je disais tout à l'heure que le Gabon est devenu très avant-gardiste sur toutes les questions de transition énergétique. Et on voit que la mobilisation aussi internationale autour du continent africain, grâce notamment à son couvert forestier, le bassin du Congo, notamment couvert par le Gabon aussi. Selon vous, en tant qu'ancien membre de gouvernement qui avait participé aux réflexions sur la mise en place de stratégies gouvernementales, nationales, à horizon futur, quel sens faudrait-il donner à la coopération énergétique entre l'Europe et l'Afrique? Sur la coopération de manière générale, j'ai envie de dire que pour coopérer, pour être de bons partenaires, il faut se connaître et se reconnaître. Cela me fait penser à une réflexion que le roi Hassan II fit un jour. Il y avait besoin de dégeler les rapports entre la France et le Maroc, et le journaliste lui avait dit qui doit faire le premier pas? Le roi du Maroc avait répondu la France et l'Europe, parce que nous vous connaissons mieux que vous nous connaissez. Et je pense que l'Europe a besoin de bien connaître et de reconnaître l'Afrique, et notamment, comme cela a été évoqué tout à l'heure par le ministre d'État, de reconnaître que la situation qui est faite à l'Afrique sur cette question de transition énergétique n'est ni équitable ni juste. C'est comme cela qu'on établit, à mon sens, une bonne relation. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous avons passé le temps. Je passe la parole à ma collègue.
Je vais le marquer. Quartier culturel. Je suis basé à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde intitulée L'Afrique grenier du monde, quelle révolution et quelle croissance pour nourrir nos deux continents. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'être entourée par monsieur Ben Tatar, qui est le vice-président production de la compagnie fruitière, que l'on peut applaudir. Monsieur Karim Aïta, directeur général de Géocoton. Charlotte Libaud, qui a créé un think tank et un think tank qui s'appelle l'Afrique grenier du monde, depuis une dizaine d'années maintenant. Monsieur Porquet, CEO de l'entreprise Mycophyto et qui est ici à domicile. Alors, selon la FAO, l'Afrique abriterait environ 60% des terres arables encore disponibles au monde. Et cela attise l'intérêt d'un certain nombre de partenaires étrangers qui essayent de sécuriser l'avenir alimentaire de leur population. Mais avant de parler d'une Afrique grenier du monde, une Afrique qui pourrait nourrir le monde, comment l'Afrique va-t-elle faire avant tout pour se nourrir elle-même, nourrir ses populations ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter une courte vidéo de Rita Sniber, qui est CEO du groupe Diana Holding, un groupe marocain qui est un acteur majeur dans l'agro-business et qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a tenu à nous envoyer une petite vidéo. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Un cas de force majeure me prive de l'honneur et du plaisir de partager avec vous ce moment à Marseille, au Palais du Pharaon. Permettez-moi de présenter en quelques mots Diana Holding, le groupe que je préside et dirige depuis avril 2014, dans sa forme actuelle de société anonyme à conseil d'administration, après en avoir été la présidente du conseil de surveillance pendant de nombreuses années. Diana Holding est un acteur majeur de l'agro-industrie au Maroc. Ses chiffres clés sont 420 millions de dollars de chiffre d'affaires, 7200 collaborateurs et 35 000 emplois indirects générés dans ce cadre. 8300 hectares de terres exploitables. Le groupe continue de diversifier ses activités dans l'agriculture et l'industrie alimentaire pour consolider son leadership dans les différents domaines où il est présent. Diana Holding poursuit sa politique de développement en intégrant chacune de ses activités. Le groupe, qui compte une trentaine de filiales et 8 métiers, mutualise les fonctions de support et de contrôle essentielles et s'assure des synergies et complémentarités entre ces 5 filières. Agriculture, vin et spiritueux, protéines, plasturgie, distribution. Notre vocation est d'être un acteur de référence dans le secteur agro-industriel à l'échelle nationale et par-delà nos frontières, notamment en Afrique, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, appuyé sur le socle de nos valeurs, qui sont l'engagement, l'excellence, le partage.
Notre stratégie s'articulant autour de 5 leviers de croissance qui sont d'assurer la pérennité en consolidant notre politique de développement durable, d'encourager une politique de collaboration avec tous nos partenaires, aussi bien internes qu'externes, d'innover en mettant la recherche et le développement au cœur de tous nos métiers, de la production à la commercialisation, d'optimiser et rationaliser l'utilisation de nos ressources, de déployer nos activités à l'international et en particulier en Afrique. Ce qui nous amène à la question d'évaluer nos plus grands atouts et les principaux défis que nous rencontrerons pour atteindre l'objectif que Diana Holding s'est fixé de participer à la souveraineté alimentaire du continent africain. Nos atouts sont l'expertise que nous avons développée depuis 60 ans dans le domaine agricole et agro-industriel. Les principaux défis étant tout d'abord de trouver les bons partenaires, y compris les partenaires financiers, mais également de surmonter les difficultés de préserver les sols pour une agriculture durable. À ce titre, l'OCP est déjà d'un grand secours pour les agriculteurs de plusieurs pays africains. C'est aussi s'inscrire dans la montée en compétence des ressources humaines locales et s'inscrire dans la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental, tout en surmontant les difficultés du transport et de la logistique qui représentent environ 20% du PIB des États africains, tandis qu'ils sont moitié moindres dans les pays développés. Inciter par tous les moyens à une meilleure gestion de l'eau. Avoir à l'esprit que l'atteinte de l'objectif de la souveraineté alimentaire est tributaire également d'une gouvernance plus systémique et coordonnée dans les territoires et entre les territoires. Ainsi, relever le défi complexe de la souveraineté alimentaire exigera davantage de coordination stratégique et opérationnelle, car la coopération sud-sud, n'étant pas synonyme de repli régional, doit être davantage développée. Alors, Karim Aïtal, peut-être une petite réaction à ce que vient de dire Rita Sniber en propos liminaires. Très bien, déjà merci pour l'invitation. Non, je pense qu'effectivement ce qui a été présenté par Madame Sniber est très intéressant, notamment sur l'aspect de cette collaboration qu'il peut y avoir entre les pays du Sud et un sujet qui me paraît absolument essentiel si on veut relever la problématique de la sécurité alimentaire, c'est notamment l'accès aux intrants, la cartographie des sols. Il a été dit effectivement que l'OCP est très actif et je pense qu'à partir du moment où on prend, je dirais, le sujet à sa racine, et la racine c'est le sol, à partir de ce moment-là, on peut commencer à imaginer, je dirais, les solutions de demain. Voilà, donc, mais je pense effectivement qu'au travers de l'expérience de Diana Holding, je pense qu'il y a vraiment des modèles très intéressants qui peuvent être dupliqués sur le reste du continent. Alors justement, par rapport à ça, ça renvoie à la question des engrais. Il y a une tension aujourd'hui sur l'approvisionnement des engrais. On parle de l'Afrique comme grenier du monde, mais pour l'instant, les greniers sont vides. Donc, vous êtes un des leaders dans la production de coton en Afrique subsaharienne. Et c'est une culture locomotive qui va entraîner d'autres cultures dans son sillage, des cultures céréalières. Je pense notamment dans des pays comme le Mali ou le Burkina Faso. À date, quelle est la situation ? Alors, peut-être pour répondre précisément à la question, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'est-ce que la culture du coton dans cette zone-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très différent par rapport aux autres zones géographiques, Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Donc la culture du coton en Afrique subsaharienne et en particulier en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, c'est une culture qui est faite exclusivement par des petites plantations qui ont entre 0,5 et 2 hectares. Elles ne sont pas propriétaires de leur terre, elles n'ont pas de compte bancaire, elles n'ont pas d'existence juridique. Voilà un petit peu le constat de base. Et donc nous intervenons justement en leur apportant une formation, un encadrement, un accès justement à ces produits qu'ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne peuvent pas aller négocier un crédit bancaire. Donc on joue le rôle d'intermédiaire en leur apportant ces ressources qui sont absolument indispensables, c'est-à-dire des semences de qualité, des engrais, des produits phytosanitaires qui leur permettent justement de produire à côté des champs sur lesquels ils font du coton, des cultures céréalières. Les gens font du coton parce que ça leur permet d'avoir accès aux engrais et aux produits phytosanitaires, et on estime qu'ils dévient à peu près 30 à 35% du paquet technique, donc c'est-à-dire des engrais, vers les cultures vivrières. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'une culture locomotive, et qu'on voit effectivement que dans certaines zones géographiques, que ce soit le Mali ou le Burkina, 50% de la production céréalière des pays vient des zones cotonnières. Alors maintenant, concernant la problématique des intrants,
l'année dernière, il y a eu ce phénomène, effectivement, de la guerre en Ukraine, qui fait qu'à un moment donné, il y a eu une tension sur le marché international. Cette tension, elle s'est manifestée en deux choses, une baisse de la disponibilité et une augmentation du prix. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui ont été, je dirais, secoués par cette tension. Mais moi, je voudrais inviter chacun à réfléchir, en fait, à l'avenir. Le vrai sujet, il n'est pas forcément que dans les engrais. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de certains pays, notamment la France, l'augmentation de la production agricole, ça a d'abord été le travail sur la semence, à 70%, et après, ça a été les engrais. Or, je constate que malheureusement, dès qu'on parle d'Afrique, on parle toujours d'engrais. Les engrais sont essentiels sur du court terme, mais il faut impérativement travailler à côté sur le sujet des semences, si on veut à un moment donné que cette vision de grenier, je dirais, du monde, puisse se manifester concrètement. Maintenant, je rappelle aussi que dans beaucoup de pays, notamment ceux que vous avez cités, Burkina et Mali, ils sont quasiment autosuffisants en céréales. Justement parce qu'il y a une production cotonnière qui est importante, et donc derrière, ça permet de créer des céréales. Le vrai sujet concernant 2023, ça a été pour moi plus que l'impact sur les engrais, ça a été en fait un phénomène que le continent, en tout cas cette zone, n'avait jamais vu. C'était une attaque sur les cotonniers par un parasite qui s'appelle les jacides. Et ça, en fait, c'est venu diminuer la production de coton de la région entre 15 et 30% suivant les pays. Donc on voit bien que le problème, il est effectivement multiforme. Il y a la problématique d'accès aux engrais, il y a la problématique du paquet technique des semences, et après il y a d'autres problématiques dont on parlera certainement après. D'accord, merci pour cette première intervention. Monsieur Bentata, vous êtes vice-président production de la compagnie fruitière, donc c'est une compagnie marseillaise qui est née en 1938. Vous êtes le premier fournisseur de fruits dans la zone ACP. Vous affichez un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros, il me semble, l'année dernière. Vous êtes spécialisé notamment sur la production de bananes venues d'Afrique, vous observez des processus de production durables, on va dire. Et tout ça, ça a un coût, surtout quand on compare par rapport à d'autres productions qui viendraient notamment d'Amérique du Sud. Dans quelle mesure aujourd'hui les réglementations favorisent-elles vos types de production, et à l'heure de la renégociation des accords ACP, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Oui, merci pour l'invitation. Alors, la compagnie fruitière est le régional de l'étape, puisque le siège social est à Marseille. Nous produisons 800 000 tonnes de fruits, essentiellement de la banane, exportée à 90% sur le marché européen et 10% sur le marché africain. C'est important pour nous d'avoir un volume de commercialisation en Afrique. Il y a une demande qui est assez forte. Les réglementations, si on parle de réglementation locale, puisqu'on exporte, donc il y a l'aspect réglementation locale et réglementation sur les pays de destination, en particulier en Europe. Les réglementations locales, en termes de durabilité, sont assez similaires à celles qu'on peut trouver en Europe. Elles ont, je pense, si on faisait le lien avec la problématique et la thématique précédente sur l'énergie, il y aurait peut-être en termes de durabilité en Afrique, peut-être des efforts à faire sur le développement par exemple de l'énergie solaire, parce que sans énergie il n'y a pas d'agriculture, et on pourrait imaginer que le secteur agricole africain soit un des vecteurs justement du développement du solaire en termes d'auto-utilisation, et donc là il y a peut-être quelques éléments d'évolution au niveau des réglementations. Concernant les accords ACP, plus particulièrement les accords de partenariat économique qui ont été négociés avec différents pays africains, signés je crois par le Cameroun, pour nous c'est important dans le sens où ça permet d'avoir accès au marché européen sans droit de douane, et ce qui favorise évidemment la compétitivité de la banane africaine, sachant que c'est peut-être un secteur que peu de gens connaissent, mais l'essentiel de la production de bananes se fait en Amérique latine. Ce sont les premiers concurrents de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent en Europe de préserver cette activité. Pour nous, c'est important, et je pense qu'il y a eu un certain nombre de discussions localement sur l'opportunité des APE, notamment au niveau du tissu économique local. On peut avoir
appréhension sur l'industrialisation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, parce que si on compare, on a parlé tout à l'heure du commerce entre la Chine et l'Afrique, je crois qu'il y a une différence quand même assez notable entre le type de produits qui sont échangés entre la Chine et l'Afrique, et l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, je pense que la technicité, la technologie des produits importés sont, pour moi, essentiels pour l'Afrique. C'est souvent des machines-outils. Dans le domaine agricole, c'est du machinisme agricole, c'est de la technologie, c'est de l'innovation. Autant de vecteurs pour le développement de l'agriculture de l'Afrique demain. Merci pour cette première intervention. Monsieur Porquet, vous êtes le directeur général de Mycofito. Donc c'est une start-up deep tech qui est née ici, à Marseille. Non ? Dans le sud. Dans le sud ? Plutôt du côté de Sophia Antipolis, mais on va se régionaliser volontiers. D'accord. Alors, vous proposez des solutions innovantes axées sur l'optimisation des équilibres biologiques naturels pour améliorer la résilience des sols, en fait. En substance, de quoi s'agit-il ? Donc en fait, effectivement, bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc effectivement, Mycofito propose des solutions qu'on appelle de biostimulation naturelle, alternatives à tous les intrants chimiques et de synthèse. En clair, on s'appuie sur une solution qui existe depuis 450 millions d'années, qui s'appelle le champignon mycorhizien, qui a permis à l'ensemble des plantes de sortir de l'eau et de s'installer durablement sur la croûte terrestre. Et ce champignon mycorhizien a une particularité, c'est qu'il développe en sous-sol des filaments qu'on appelle des ifs, qui permettent d'aller chercher très profondément tous les nutriments nécessaires à la plante. Donc il rentre en symbiose avec la racine de la plante, lui apporte ces éléments nutritifs, et en contrepartie, la plante lui apporte le CO2 nécessaire à son développement. Et donc cette alliance du champignon et de la plante permet à la plante d'optimiser le rendement de la plante, que ce soit en termes de fruits, de poids de fruits, de nombre de fruits, mais également et surtout de résister à un certain nombre d'agresseurs qu'on appelle biotiques ou abiotiques, des agresseurs extérieurs. Et la dernière particularité, et non des moindres, c'est qu'elle permet de réduire fortement le stress hydrique, puisque le champignon, en se développant en sous-sol, développe une protéine qui s'appelle la glomaline et qui a la faculté de capter sous forme de microcapsules les gouttes d'eau et de restituer progressivement ces gouttes d'eau à la plante quand on en a besoin. Alors, ces solutions, vous commencez déjà à les exporter sur différents territoires africains, me semble-t-il ? Absolument. Donc, grâce à un partenaire qui est autour de la table, on a réussi à avoir notre premier pied en Afrique en 2022. Depuis, on a d'autres développements en Afrique sur des cultures soit maraîchères, soit fruitières, mais également aussi sur des sujets liés directement au stress hydrique, et notamment au Maroc, avec l'olivier. Comme il a été évoqué lors de la précédente table ronde, le Maroc connaît une sécheresse très forte depuis 3 ans. Beaucoup d'oliveraies sont en difficulté majeure, et notamment dans la région du Grand Marrakech. Ils n'ont plus le droit d'utiliser l'eau du barrage en aval de l'Atlas. Et donc, ces arbres souffrent énormément du manque d'eau. Or même que la biodiversité de ces sols est relativement riche, malgré le caractère désertique de la région. Et en fait, la mycorhization permet à ces oliviers d'aller chercher plus profondément ces quelques gouttes d'eau qui restent, et donc d'atténuer le stress hydrique. Je ne suis pas en train de vous dire que le champignon mycorhizien va remplacer l'eau dans tous les cas. S'il n'y a plus d'eau du tout, à un moment donné, le champignon mycorhizien ne pourra pas faire grand-chose. Mais cette combinaison de la plante avec le champignon mycorhizien atténue fortement le stress hydrique. En France, on l'a démontré, et nos clients nous l'ont démontré, notamment l'été dernier. Si on mycorhize des cèpes de vigne versus des cèpes de vigne non mycorhizés, la résistance au stress hydrique est d'environ 40%. En interne, dans nos essais Mycofito, sur l'olivier, on atteint des seuils à peu près du même niveau, et on espère bien démontrer au Maroc la même chose. Vous êtes au Sénégal, hein, déjà. On est au Sénégal, on est un peu en Côte d'Ivoire, et on est au Maroc, et un petit peu aussi à Madagascar. Très bien. Charlotte Libog.
Alors vous êtes à la tête d'un think tank et d'un do tank qui s'appelle Afrique Grenier du Monde depuis une dizaine d'années. Vous êtes originaire du Cameroun et vous faites la promotion de l'investissement dans l'agriculture sur le continent. Vous êtes très attaché à la question du genre. Or, on le sait, en Afrique, les femmes sont vraiment des actrices de premier plan en termes d'agriculture. On les retrouve évidemment dans les champs pour faire les récoltes, au niveau du triage dans les coopératives, au niveau de la distribution sur les marchés. Mais maintenant, comment est-ce que vous faites pour peut-être les accompagner, avoir des rôles un peu plus stratégiques et à passer de cette agriculture familiale vers des systèmes de production un peu plus importants pour jouer justement un rôle plus stratégique en termes de souveraineté alimentaire? Merci infiniment Marie-France pour cette excellente occasion de valorisation du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique qui reste le secteur clé en termes de création de richesse mais malheureusement largement méconnu. Donc merci à vous chers agro-industriels, je vous aime énormément mais je voudrais effectivement préciser que en la matière en fait l'agro-industrie c'est en moyenne 5% en fait du secteur, voire moins. Alors ça veut dire que nous avons 95% au moins des acteurs que l'on va retrouver donc au niveau de la paysannerie, au niveau également du secteur informel et enfin au niveau du secteur privé. Alors la plateforme Afrique Grenier du Monde effectivement a été lancée pour mieux mettre en lumière les diverses opportunités donc de ce secteur capital pour pour le continent, mais également pour le reste du monde, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit effectivement de résoudre cette question de la donne alimentaire mondiale, qui est de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. C'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui nous parlons effectivement du Forum Europe-Afrique et nous avons tous un rôle clé à jouer justement pour la résolution de cette équation. Alors, je vais revenir effectivement sur le rôle clé des femmes dans ce challenge. Les femmes, il faut le dire, dans le domaine représentent, du moins, assurent environ 80% de la production locale au niveau africain. Et ces femmes-là, malheureusement, sont démunies, largement démunies à tous les niveaux. Donc, alors, comment on les accompagne? On a effectivement donc cette équation que j'appelle les 3 F. Donc en termes de consolidation, on va toucher à la formation. Aujourd'hui, on parle énormément des nouvelles technologies. On a dans nos zones rurales ce qu'on peut appeler la fracture numérique, où nous essayons de réduire à travers justement de la formation en mode digital. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses coopératives qui travaillent avec nous en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, qui arrivent à commercialiser leurs produits via certaines applications comme WhatsApp. Ça a l'air de rien, mais il y a une réelle avancée. Et ça, elles arrivent à le faire sans forcément parler le français, puisque là, je vous parle des zones rurales. C'est une réalité aujourd'hui qu'il faut vulgariser. Et cette vulgarisation-là peut passer effectivement par la mise sur pied d'autres entités, des entreprises portées par des PME et PMI du secteur privé, pourquoi pas, y compris celle de l'Europe. Voilà, donc toute l'équation est là. Donc la formation d'un côté, bien entendu également le financement à travers énormément d'intermédiation avec les acteurs clés. La semaine prochaine, nous serons à Sharm el-Sheikh, au niveau de la BAC, pour continuer avec ce plaidoyer. Et enfin, le foncier. Malgré leur rôle clé en la matière, les femmes, on va vous dire, hein, elles produisent 80%. Même au niveau mondial, mais elles sont propriétaires terriennes à hauteur de 10% seulement. C'est une aberration. Avec ça, elles n'ont pas accès au crédit, et donc la question du foncier va avoir malheureusement un aspect qui reste sociétal, avec le fait qu'on soit dans des sociétés patriarcales où il n'est pas toujours bien vu de voir des femmes propriétaires terriennes. Donc il est capital à ce niveau-là de sensibiliser tous pour justement, et les Nations Unies s'y sont mis, pardon, pour justement plus d'autonomie de la femme afin de mieux Charlotte, première intervention. Il y a énormément de choses à dire, malheureusement, on n'a pas le temps. Je mettrai juste une petite exception pour les Comores où les femmes sont propriétaires terriennes justement, et c'est une exception sur le continent que je tenais à souligner puisque Marseille est la première ville comorienne au monde, comme vous le savez bien ici. Je vais revenir vers Monsieur Porquier parce que je pense qu'il me semble que votre temps est très limité.
Je voulais savoir dans quelle mesure en fait les solutions que vous créez ici peuvent faire l'objet d'une forme d'interopérabilité avec, comment dire, les systèmes de production en Afrique. Déjà, il y a deux remarques préalables à la réponse à votre question. C'est que la mycorhisation fonctionne avec 85% des plantes terrestres, grosso modo. Donc forcément... c'est pas les mêmes, peut-être... C'est pas les mêmes. Il y a des plantes redondantes qu'on trouve en Afrique comme en Europe. Donc cette interopérabilité, elle existe. La deuxième chose, c'est que on sait que les sols sont composés... On peut décomposer les sols en différents clusters. Et dans ces clusters, on retrouve grosso modo 90 à 95% de la même composition biochimique, de biodiversité ou pédologique. Et donc forcément, quand on va identifier que dans un sol africain, par exemple au Ghana, il y a telle et telle souche de champignons mycorhiziens, on sait que ce champignon mycorhizien existe ailleurs également, et que si on ne le retrouve pas au moment donné, à un instant T en Afrique, on peut le développer, nous, à travers notre biobanque, parce qu'on dispose de ces souches, et venir le réintroduire sur ce sol africain. Ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que jamais on va introduire une espèce endogène, on introduit toujours une espèce indigène, enfin on réintroduit toujours une espèce indigène au sol, et donc cette interopérabilité, elle existe effectivement largement, et donc permet le développement de la mycorhisation dans beaucoup d'endroits du monde. Merci Karim, je voudrais revenir vers vous par rapport au cœur de notre sujet sur cette Afrique grenier du monde. Moi je voudrais savoir selon quel modèle justement, qui va les définir, avec quelles semences ou quels intrants, parce que si on retourne un petit peu en arrière, on voit bien que les modes de consommation en Afrique, depuis la Seconde Guerre mondiale, elles ont été bouleversées par toutes des nouveaux modes de consommation liés à la surproduction qu'on trouvait en Europe ou aux États-Unis, qui ont complètement modifié les consommations des ménages africains. Comment, parce que là, quand on entend tous ces acteurs internationaux dire demain c'est le grenier du monde, mais oui, mais comment on va éviter les mêmes écueils? C'est une très bonne question. Moi, effectivement, je suis un peu fatigué d'entendre à chaque fois demain, c'est demain, c'est demain. Mais demain, ça fait 20 ans qu'on en parle, 30 ans qu'on en parle. Et donc, il faut arrêter. Parce qu'en réalité, les solutions, elles existent. Donc, il faut avoir le courage, en réalité, de les mettre en place. Pour l'histoire du modèle, en réalité, il ne faut pas un modèle, c'est plusieurs modèles. Parce qu'on a tendance à oublier, mais le continent africain, c'est quand même 54 pays, ce sont des zones agroécologiques différentes, ce sont des histoires différentes, ce sont une structuration sociale qui est totalement différente. Donc ce qui fonctionne dans un pays ne peut pas fonctionner dans le pays voisin. Donc il faut réfléchir sur, quelles sont en fait les filières qu'on peut développer, celles sur lesquelles on a la possibilité d'être plus compétitif dans un environnement où, effectivement, vous êtes face à des mastodontes de l'agro-industrie, que ce soit le Brésil, les États-Unis. Ça ne sert à rien d'aller sur des filières où, de toute façon, on ne va jamais y arriver, ou alors ça va nous coûter beaucoup d'argent. Ça, c'est je dirais, ma perception. Après, il faut prendre en compte ce qu'a dit Charlotte juste avant, c'est que aujourd'hui, sur le continent africain, on va dire plus de 95% des exploitations agricoles, elles sont familiales. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas demain réfléchir en ayant simplement un modèle intensif. Alors c'est possible dans certains pays, mais ça sous-entend qu'il y ait des réglementations qui permettent d'avoir accès à de la terre, qui permettent d'avoir accès à de l'énergie pas chère et tout ça. Enfin bref. Et en tout cas, donc ça va être très compliqué de dire je ne fais que de l'agro-industrie. Voilà, ça c'est pas possible. En même temps, il faut reconnaître que si on fait que de l'agriculture familiale, on va avoir des difficultés. Pour moi, en fait, il faut réussir à mettre le curseur entre les deux. Il y a des zones sur lesquelles on peut développer des projets agro-industriels qui doivent parfaitement s'intégrer dans leur écosystème, faire travailler les petites exploitations familiales, leur faire bénéficier de semences, leur faire bénéficier de savoir-faire, de formation, leur faire bénéficier également des infrastructures, notamment énergétiques, parce qu'aujourd'hui, elles n'en ont pas, et effectivement, comme le disait tout à l'heure Peter. Donc, il y a aujourd'hui, je pense, un modèle à définir qui, en fait, en réalité, suivant les zones géographiques, vont être différents, mais vont être certainement complémentaires. Donc moi je dirais, il faut réussir à casser cette vision qu'ont certains effectivement partenaires de l'Afrique, que le continent n'arrivera jamais à produire de produits agricoles en grande quantité. Ça, il faut tout de suite dire, c'est possible, et on le démontre. Aujourd'hui, on le démontre dans la banane, dans le coton, on le démontre dans un certain nombre de produits qui sont même exportés. Donc, c'est-à-dire que c'est possible. Après, il va falloir venir traiter de façon chirurgicale
des points qui sont identifiés, non pas depuis 1 an, 2 ans, mais qui sont identifiés depuis 20 ans. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas? Est-ce que c'est une problématique de volonté politique? Est-ce que c'est une problématique, finalement, où nos États, les États africains, ne veulent pas les mettre en place? Ça, je doute, puisque pour chacun de ces pays, regardez le poids du secteur agricole dans le 10 pays. Si vous prenez le cas du Burkina Faso, je crois que juste sur la culture du coton, vous avez 1/4 de la population qui vit de cette culture-là. Donc on ne peut pas l'oublier. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Donc je pense que aujourd'hui le vrai défi que les Africains, parce que ça sera l'Afrique qui devra déterminer les différents modèles qu'elle veut mettre en place. Il faut compter sur la disponibilité des partenaires de bonne foi, des partenaires français, européens, qui peuvent venir accompagner, qui peuvent venir donner une expertise, proposer justement un accompagnement, co-investir, ça c'est extrêmement important. Jusqu'à présent, on a toujours vu des projets sur lesquels finalement c'était des capitaux étrangers qui venaient développer un certain nombre de filières. Aujourd'hui, ça, il faut l'arrêter. Il faut mettre en place des projets qui soient des projets véritablement inclusifs, bien, je dirais, ancrés dans les territoires, qui permettent aux capitaux locaux également de s'exprimer. Et alors, dernier point, c'est réussir le défi de faire rentrer dans la table des discussions les petits producteurs. Parce qu'aujourd'hui, rares sont les pays dans lesquels vous avez des filières qui sont structurées, avec des organisations faîtières qui peuvent défendre, je dirais, la parole du producteur. D'accord. Je vais rebondir ce que vous dites, avec Monsieur Bentata, parce que, comme disait Karim à l'instant, effectivement, l'Afrique ne pourra pas nourrir ses 2 milliards d'habitants d'ici 2050 avec uniquement ses productions familiales. Sauf que bon, l'accès au capital reste difficile sur le continent. Et donc, bon, comment on fait pour combler un gap qui est estimé entre 100 et 150 milliards par an par là-bas en termes de financement des infrastructures? Comment on fait pour industrialiser cette agriculture et quel rôle jouent les opérateurs privés comme vous pour y arriver? Alors, c'est une question qui n'est pas simple, qui n'a jusqu'à présent pas été résolue. Je pense qu'il y a aussi la qualité des projets qui fait un peu la différence. Le nombre de projets, parce qu'il y a un certain nombre de pays africains, par exemple, qui mettent des bons moyens, même publics, pour développer l'agriculture, et qui, faute de projets ou de candidats, a du mal à le financer. La BAD, par exemple, et la Banque mondiale. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, qui a signé un accord avec la Banque mondiale, je crois, sur 200 ou 300 millions de dollars pour la création d'aéropoles, et qui peine un peu à trouver un certain nombre de candidats et de projets. Voilà. L'autre problème, et qui est fondamental, qu'il ne faut pas oublier dans l'agriculture, c'est que les marges opérationnelles sont de quelques pourcents. Quand vous empruntez de l'argent en Afrique à 7, 8 ou 9%, vous comprenez la difficulté. Sachant que dans votre financement, vos investissements, ce n'est pas simplement de l'investissement productif. En Afrique, quand vous investissez, vous devez avoir une part d'investissement social extrêmement important. Vous devez créer des routes, de la logistique, des dispensaires, parfois même des hôpitaux, à titre privé. Donc tout ça, vous voyez, le modèle est un peu différent. C'est pas toujours respecté d'ailleurs, les engagements sur justement ces engagements autour de ces grands projets de construction de routes, etc. Malheureusement, et alors je veux pas qu'on décrive quand même l'agriculture africaine, elle est dynamique. En réalité, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez énormément, vous parlez des femmes, nous par exemple on a 2000 femmes à qui on a donné des terres et qui cultivent manioc, igname, etc. et qui font une vraie activité. Et donc elle est dynamique cette agriculture africaine. Il faut simplement qu'elle ait les outils pour pouvoir se développer et être plus efficace. Il faut distinguer deux choses. Je pense qu'il y a un pays qui est intéressant, c'est le Maroc, qui a développé une agriculture afin d'avoir les denrées nécessaires pour nourrir la population, mais qui a aussi développé une agriculture d'exportation. Je pense que les deux ne sont pas opposables, bien au contraire. D'abord, les États ont besoin d'exportation, parce que les États africains ont besoin de devises pour financer un certain nombre de projets, et il est important aussi de développer l'agriculture africaine pour plusieurs raisons. La sécurité alimentaire, comme tu le disais, Karim.
voudrais quand même préciser démonstratif de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, donc créer des synergies entre les acteurs du secteur privé, la paysannerie et les agro-industriels. C'est tout à fait possible et aujourd'hui le digital le permet également. Donc tout est à faire en fait. Et au niveau des institutions, au niveau des institutions, on le sait tous, on a un problème de gouvernance. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais plutôt en fait reprendre en fait les propos du président de la BAD, qui parlait de l'urgence et de la nécessité de rendre cette agriculture sexy. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez une Afrique jeune, plus de 70% de la population africaine est jeune. Et comme le disait monsieur tout à l'heure, en fait, on a également un problème de sécurité alimentaire. Mais quand vous avez des États, effectivement, qui mettent en place des programmes comme les agropoles en Côte d'Ivoire, la jeunesse ne suit pas forcément parce que le secteur est dévalorisé. Qu'est-ce qu'on entend par agriculture aujourd'hui? Quand vous dites agriculture, vous prenez 10 Africains, vous en avez au minimum 9 qui vont avoir leur flex production. Alors qu'en fait, un entrepreneur agricole, c'est quelqu'un qui peut évoluer dans d'autres pans d'activités comme la transformation des produits, la formation, le financement, les assurances et autres. Et c'est tous ces métiers qu'il faudrait en fait valoriser pour que cette jeunesse-là puisse justement passer à l'action. Et je vais finir par un call to action à nos jeunes leaders de ce matin. Intéressez-vous au secteur agricole et agroalimentaire. Personnellement, je l'ai embrassé alors que j'étais en poste chez un éditeur de logiciels, Microsoft. Donc c'est vrai qu'on grandit avec une autre culture qui est celle du fonctionnariat et autres, mais intéressez-vous vraiment à ce secteur parce que l'équation est simple, il s'agit de mettre vos compétences au service d'un secteur clé pour notre émergence en Afrique qui est celui de l'agriculture, tout simplement. Merci beaucoup, merci à tous. Les débats continuent. Bonjour à tous et à tous, bienvenue. Après la question de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, nous allons aborder un autre enjeu majeur, celui de l'eau, sur le thème « Jusqu'où innover pour relever le défi de la préservation de l'eau ». Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Juste Désiré Mondélé, ministre de la décentralisation et du développement local de la République du Congo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Madame Christine Vallée-Coulon, maître de conférence à Aix-Marseille Université, hydrologue et spécialiste de la ressource eau en Afrique. Bonjour. Bonjour madame. Et enfin Didier Réau, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à la mer, au littoral, au cycle de l'eau, à la GEMAPI et au port. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, c'est un enjeu majeur des deux côtés de la Méditerranée. Récemment, s'est tenue aux Nations Unies la première conférence depuis 1977 sur l'eau, du 22 au 24 mars dernier. Il s'agissait de faire le point sur les actions en faveur du 6e objectif de développement durable, ODD 6, qui vise notamment à l'accès universel à l'eau d'ici à 2030 dans le monde. Plus de 8 ans après de la fixation de cet objectif par l'ONU, 418 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Par ailleurs, comme l'a souligné ce matin le président des Comores en ouverture, l'Afrique est le continent qui subit le plus les effets du dérèglement climatique et bien sûr l'impact sur l'eau. Ici même, donc à Marseille, dans la région, l'eau est un enjeu crucial, nous en reparlerons. Dans ce contexte, nous allons évoquer ces enjeux en 3 parties, si vous voulez bien. La première, nous allons dresser donc un panorama de la situation des deux côtés de la Méditerranée. Nous évoquerons ensemble, enfin, la question de la décentralisation et de la coopération comme réponse à ces enjeux. Et enfin, quels sont les outils de prédiction et d'outils de scénario pour faire face à la situation.
Je me tourne tout de suite vers Christine Vallée-Coulon. Je disais, donc vous êtes hydrologue spécialiste de la ressource eau en Afrique. Peut-être pour poser le sujet, comme on le sait, les pays africains connaissent des situations très inégales face à l'eau et l'impact du réchauffement climatique est très différent d'une région à l'autre. Pourriez-vous dresser rapidement pour l'audience la situation et les situations en Afrique, car encore une fois, il s'agit de 54 pays. Merci beaucoup pour votre invitation et merci pour me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Ce que je voudrais souligner en préambule, c'est que contrairement aux autres ressources qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment dans la question énergétique, l'eau est une ressource renouvelable et on ne l'aborde pas de la même manière. On l'aborde vraiment en termes de flux et non pas en termes de réserve et les flux que l'on compare aux besoins. Donc c'est vraiment très important d'aborder cette question en mettant en regard la disponibilité de la ressource et puis les consommations. Et il se trouve qu'en fait, les principales consommations, et en particulier en Afrique, c'est essentiellement la production agricole. Donc on peut pas, vraiment, on a un lien très très fort avec le débat qui vient d'avoir lieu, parce qu'on ne peut pas dissocier vraiment les deux problématiques. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Ça fait le lien avec... ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire avant. Mais juste par rapport justement aux grandes régions et aux grands enjeux qui sont très divers en fait en fonction des régions. Oui, tout à fait. Donc en termes de disponibilité vraiment de la ressource, on a vraiment un patchwork extrêmement contrasté sur le continent africain, avec une zone intertropicale qui est plutôt, on va dire, globalement bien arrosée, donc avec des problématiques qui ne sont pas forcément de sécheresse, mais plutôt de saisonnalité et plus généralement de variabilité, avec éventuellement des événements intenses, des questions des problématiques d'inondation, etc. On a toutes les zones plutôt tropicales qui sont arides, notamment la bande sahélienne, qui ont des problématiques assez différentes, mais en même temps qui sont très très liées aussi à la bande tropicale, puisque elles dépendent, on va dire, les grands hydrosystèmes sahéliens que sont le fleuve Niger ou le bassin versant du lac Tchad sont extrêmement dépendants des sources d'alimentation qui viennent du sud, avec des hydrosystèmes de surface qui sont des hydrosystèmes à des lacs et des zones humides qui sont des hydrosystèmes à fort enjeu, qui donnent un accès à l'eau pérenne, mais très localisé dans l'espace. Donc, problème de variabilité spatiale et temporelle. Et puis, on a aussi des problématiques plus spécifiques à l'Afrique du Nord, dans lesquelles la ressource en eau, on a des réserves en eau souterraine qui sont immenses, avec les aquifères sahariens notamment, mais qui sont déjà surexploités et potentiellement qui vont dont la surexploitation peut être amenée à s'aggraver encore. Voilà, donc c'est vraiment un panorama extrêmement contrasté que nous avons en Afrique. Et je voulais juste compléter ce que je viens de dire. Donc là, je viens d'évoquer un peu la question de la quantité d'eau, de la disponibilité en termes de quantité. Mais la ressource en eau, c'est aussi une problématique de qualité. Et tout ce qui est développement doit vraiment être très très vigilant par rapport à cette question de la pollution, qui est, on va dire, une bombe à retardement en termes de développement futur et de développement durable. Très bien, merci beaucoup. Il me semblait important pour nous tous d'avoir un panorama des différentes régions. Je me tourne tout de suite vers Monsieur le ministre. Donc, je le rappelle, vous êtes ministre congolais de la décentralisation et du développement local. Vous êtes également député de la circonscription de Wenzé à Brazzaville. Et la première question, c'est de rebondir sur ce que Madame a dit et de nous faire part donc, des grands enjeux de la République du Congo, notamment en matière d'approvisionnement en eau potable. Merci pour l'invitation aux organisateurs. Alors, Madame a bien situé en réalité la cartographie au niveau de l'Afrique. Il y a avec ces zones, une zone aride, une zone tropicale humide. Le Congo, mon pays, fait partie de la zone tropicale humide, 342 000 km², à cheval sur l'équateur, avec donc une hydrographie abondante, une pluviométrie dense, 7 à 8 mois de pluie. Donc les eaux de surface sont bien disponibles, avec les eaux souterraines qui sont renforcées par 2 grands bassins fluviaux,
le fleuve Congo, qui est connu de tous ici, puisqu'étant le second en débit le plus fort après l'Amazonie, et aussi, il faut le rappeler, un autre grand bassin fluvial qui est le Kulunyal. Mais il se pose au Congo le problème du défi de la disponibilité, du défi de l'approvisionnement, simplement. La population congolaise, en grande partie, et c'est une problématique aussi africaine, la moitié de la population vit dans les zones urbaines et périurbaines, et donc avec tout le problème de l'urbanisme et donc tous les enjeux de la distribution de l'eau potable. Bon, il y a aussi que le Congo s'est engagé dans la diversification de son économie. Il a été question ici on a parlé des énergies fossiles. Le Congo est producteur du pétrole, et donc des hydrocarbures, du gaz aussi, et aujourd'hui engagé dans un processus de diversification de son économie et a choisi comme principale grappe l'agriculture. Donc il y a aussi le problème de l'agriculture qui demande énormément de l'eau et qui a besoin de l'eau. Donc le Congo, pour le résumer, n'est pas dans la situation du lac Tchad, de la situation du sud, du Sahara, plutôt du Sahara et du sud, mais plutôt dans la problématique des infrastructures, de comment investir, comment trouver les financements et surtout, c'est notre thématique, l'innovation, la technologie, comment faire que les eaux soient réutilisées, les eaux usées, comment faire que, à travers la technologie, qu'il y ait l'anticipation sur tous les soucis des érosions, les problèmes de l'environnement, et surtout, comment décentraliser pour donner la possibilité aux collectivités locales de s'approprier les données de l'eau, puisqu'il est important que plus près des populations, qu'il y ait cette gestion et cette distribution des eaux. On reviendra sur cette question de la décentralisation très importante et que vous avez menée à bien et qui est un des moyens les plus importants, bien sûr, avec la technologie. Je me tourne tout de suite vers Didier Réau. Donc je disais, vous êtes vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à la mer, au littoral, au cycle de Dole, à Gemapi et au port. Nous sommes ici donc avec vous-même donc à Marseille, qui est elle-même dans un contexte climatique et hydrologique sans précédent, avec depuis 2020 de très faibles pluies, un épisode de sécheresse sans précédent en 2022. Quelles sont les conséquences sur les territoires et quelles sont les mesures que vous avez prises? Alors, merci de votre invitation et de me permettre d'évoquer finalement une délégation qui pourrait s'appeler déléguée au bassin versant. Parce que c'est l'ensemble des bassins versants qui compte et c'est le but et le cœur de la décentralisation en France, Monsieur le Ministre. On a cette logique de décentraliser aux collectivités, mais avec une logique de bassin versant, grand bassin versant pour, par exemple, tout ce qui est l'organisation nationale, et puis ensuite de travailler sur les bassins versants de façon à ce que l'eau d'abord puisse s'infiltrer au plus près de là où elle tombe, et qu'on ait une logique de gestion d'infiltration la plus grande possible. On a à peu près la même problématique, c'est qu'aujourd'hui, la consommation d'eau sur la métropole Aix-Marseille-Provence, mais plus généralement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est l'agriculture qui consomme le principal volume d'eau. Donc on a cette thématique. La sécheresse qu'on a connue l'année dernière, elle a existé dans des temps anciens sur la Provence. Mais nos anciens ont su justement résoudre ce problème jusqu'à l'année dernière, en tout cas où on s'est fait un peu peur, en ayant des infrastructures d'alimentation en eau à partir des Alpes, via la Durance, et puis un certain nombre de canaux qui ont été faits soit pour de l'irrigation agricole, soit pour de l'approvisionnement en eau potable. Et toute la problématique pour nous, c'est de garder une qualité d'eau en eau potable qui soit la meilleure possible. Donc ça veut dire que tout au long du process d'acheminement, on doit avoir des ouvrages de qualité qui sont entretenus, qui sont surveillés, bien sûr, en termes de qualité d'eau, en termes de température. Et c'est ça qui, aujourd'hui, va nous poser un certain nombre de sujets, parce que plus la température d'eau augmente, plus elle est difficile à traiter et à rendre potable. Donc on a ces problématiques qui commencent à intervenir sur notre territoire, et on a effectivement un travail à mener sur cette bonne gestion, et sur laquelle on pourrait effectivement, puisqu'on parle de coopération,
travailler ensemble sur ces sujets-là, et c'est bien la logique que compte mettre à profit la métropole avec l'Afrique. Très bien, merci. On reviendra sur cette question de la coopération. Pour revenir, Monsieur le ministre, sur la décentralisation, la Banque mondiale vient de sortir un rapport sur le stress hydrique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient notamment, en disant qu'une nouvelle approche en matière de gestion de l'eau devrait donc mettre en valeur la décentralisation de la gestion de l'eau vers les collectivités territoriales. Et c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de mener avec l'application d'une loi qui a été votée dans les années 80. Mais depuis donc votre nomination, vous avez monté notamment un forum dans le cadre de la visite donc du président Macron pour favoriser à la fois une décentralisation et une meilleure coopération, puisque 14 maires français étaient présents. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Merci de nous permettre de faire brièvement la restitution, en quelque sorte, de notre forum, mais surtout sur le volet de la coopération décentralisée. Vous avez parlé de l'objectif 6 des ODD, mais il y a aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine qui converge aussi vers les ODD. 2030, c'est bientôt, en fait. Et la localisation des ODD passe forcément par l'implication des collectivités locales. Et l'implication des collectivités locales, l'un des volets importants, c'est la coopération. La coopération, c'est le partage des expériences. On ne serait pas dans un rapport simplement d'attendre forcément quelque chose des pays du Nord, mais c'est de partager les expériences, par exemple en termes de stress hydrique, en termes aussi d'irrigation. Vous savez, il y a beaucoup de types d'irrigation au niveau de l'Afrique. Aussi l'échange des technologies et le transfert aussi des technologies. Donc, oui, nous avons eu le bonheur, par exemple, de voir deux communes qui présentent des caractéristiques quasiment identiques. C'est la ville de Nevers et la ville de Kintélé. Les deux villes ont deux fleuves, la Nièvre au niveau de Nevers et le fleuve Congo au niveau de Kintélé. Et en parlant d'observer, vous savez, aujourd'hui, il y a des mécanismes à travers des satellites, à travers d'autres mécanismes pour monitoriser et anticiper aussi les montées des eaux, ou alors les eaux qui tarissent. Donc, toutes ces problématiques sont partagées et nous allons bénéficier de ces échanges avec les villes françaises et les villes congolaises. Et d'ailleurs, je pense qu'avec la métropole Aix-Provence et le département, pourquoi pas avoir ces échanges d'expériences. Très bien, je vous remercie. Je vous disais donc les 3 points que je voulais je vous proposais d'aborder, c'était le panorama pour savoir de quoi on parle, pour voir un peu la diversité des situations, la question de la décentralisation et de la coopération, et puis donc face à ce que dit Madame Vallée-Coulon, à savoir la question de la variabilité et donc de la prédictabilité finalement. Est-ce qu'on peut prédire les événements à venir? On sait qu'il y a eu récemment des inondations majeures en République démocratique. Enfin, il y a quand même à la fois d'un côté une sécheresse, de l'autre côté des inondations, avec des épisodes vraiment extrêmes. Comment est-ce que, dans le cadre de la coopération, on peut mettre en place des outils de prédiction, des outils de prédiction à court terme pour gérer l'année, mais aussi des outils qui permettent de dresser des scénarios? Est-ce que ça fait partie justement des enjeux majeurs de la recherche? Oui, absolument. Le fait de développer des outils de prévision à différentes échéances, en effet, c'est au cœur des problématiques. Et je dois souligner, il y a ces outils de prévision qui existent en fait dans certaines régions d'Afrique. En ce moment, par exemple, cette année, il y a eu beaucoup de problématiques d'inondation au Tchad, à Djamena, et ils se sont beaucoup appuyés sur un outil de prédiction qui prédisait les zones inondées à quelques jours, à 24 ou 48 heures à l'avance, et qui ainsi a pu épargner des vies humaines. Donc il y a des outils de prédiction qui existent. Ils nous ont pas attendu ils n'ont pas attendu les apports des Européens pour développer ce genre d'outils, même s'il y a beaucoup de choses qui se font en bonne intelligence et en collaboration. Je voudrais aussi parler des outils de prévision à plus long terme. Encore une fois, comme je soulignais avec la question de la pollution, la question de la ressource en eau, c'est quelque chose qu'il faut regarder
sur des longues périodes de temps. À la fois quand on raisonne en termes économiques au niveau des investissements, mais aussi à la fois en termes de prévision, puisqu'on a des hydrosystèmes qui, plus ils sont profonds, plus ils sont grands, plus ils vont avoir des temps de résidence longs et donc des temps de réaction très longs. Donc des impacts qu'on peut provoquer maintenant vont se manifester peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. On l'a cruellement constaté en Europe. Et donc il ne faut vraiment pas refaire les mêmes erreurs que ce qui a été fait en Europe. Et les outils de prédiction, ce sont des modèles que l'on sait faire et pour lesquels le facteur limitant n'est pas tant la connaissance des processus, mais l'alimentation en données. C'est-à-dire qu'il faut ce qui est vraiment extrêmement important pour aller plus loin dans une gestion rationnelle, on va dire, de tout ça, c'est de continuer à mesurer la pluie, à mesurer les débits, à mesurer les niveaux de nappe. Et ça, c'est vraiment quelque chose, que ce soit d'ailleurs en Provence, en France, en Europe ou en Afrique, c'est vraiment quelque chose sans quoi on ne peut pas avancer. Bien sûr, et c'est une coopération internationale. C'est une coopération internationale. L'importance de cette conférence aux Nations Unies qui a eu lieu en mars dernier sur l'eau, je le rappelle. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je souhaiterais quand même donner la parole à chacun sur cette question des outils, et puis un petit mot de conclusion, Didier Réau, sur justement les outils que vous-même vous mettez en place pour pouvoir faire face aux différents épisodes, notamment de sécheresse. Alors, on a deux événements, hein, les problèmes des inondations qui peuvent être soudaines avec des événements méditerranéens importants. On doit aussi avoir des outils de prédiction, en tout cas de prévision et d'anticipation des inondations, soit par ruissellement ou par débordement d'un certain nombre de rivières. Et donc ça, les documents d'urbanisme depuis longtemps ont anticipé ce genre de choses, mais nous avons, nous, métropole, une responsabilité de micro-localement pouvoir détecter un certain nombre de dangers et d'y apporter des réponses. La réponse première, c'est d'abord de conserver des espaces naturels et d'avoir des espaces qui soient protégés, que vous avez énoncés comme des tourbières, comme des zones humides, etc. Et nous avons des espaces naturels comme vous en avez. Je voudrais parler par exemple d'un certain nombre de grands sites comme Sainte-Victoire, comme la Sainte-Beau, mais aussi le Parc national des Calanques, qui doivent rester des sites qui, par leur naturalité, permettent justement d'avoir une qualité d'eau qui soit la meilleure possible. Et deuxièmement, le problème de la sécheresse que nous redécouvrons finalement, mais avec un équipement autour du système de la Durance, et puis nos canaux avec la Société du Canal de Provence et la Société des Eaux, qui nous alimentent en eau potable et en eau agricole, mais avec une source alpine qui peut se tarir. Et je ne voudrais pas qu'on surinterprète le phénomène de l'année dernière, où on a dit Serre-Ponçon a beaucoup baissé, ça y est, c'est la sécheresse, c'est la fin. Il a beaucoup baissé, il a baissé de quelques mètres, mais dessous il reste 80 à 85 mètres d'eau. Donc on a des millions de mètres cubes d'eau qui sont encore sur Serre-Ponçon. Par contre, il s'est créé sur Serre-Ponçon et sur le lac de Sainte-Croix un certain nombre d'activités connexes à cette ressource en eau qui crée de l'électricité et qui nous alimente, qui font vivre tout un territoire. Et c'est ça, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est que ce territoire puisse continuer à vivre du tourisme et que nous puissions continuer à avoir de l'eau potable et de l'eau agricole. Donc on a des outils d'anticipation qui sont basés sur la météo, bien entendu, courte et à long terme, mais aussi sur les systèmes d'enneigement et les systèmes d'alimentation en eau que nous devons préserver. Et surtout, plus que la prédiction, nous avons aussi des outils qui nous permettent de gérer au mieux la qualité d'eau, c'est-à-dire de diminuer le phénomène de fuite sur nos réseaux, de travailler maintenant sur les canaux agricoles qui nous permettent aussi d'alimenter en eau beaucoup plus économiquement, parce qu'il y a des fuites énormes aussi sur ces canaux, qui sont peu entretenus parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et que les ressources sont de moins en moins grandes, donc il faudra trouver un nouvel modèle de gestion, là aussi décentralisé, et donc c'est tout ça qu'il faut que nous mettions en place, et là nous réapprenons finalement à trouver une meilleure gestion de l'eau. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, le mot de la fin pour cette séquence. Écoutez, le mot de la fin, ça serait de saluer en tout cas les initiateurs de ce forum déjà, pour nous permettre d'échanger. Oui, il y a la parole et les actes, mais il faut aussi les actes, et les actes passent par la coopération, passent par les échanges d'expériences, parce que l'eau, il est dit que c'est la vie, et l'eau aujourd'hui, il y a beaucoup de défis autour d'eau, il y a les défis de la sécurité, il y a les défis de l'environnement,
Et il y a tout simplement le défi, vous avez évoqué la conférence des Nations Unies, et donc de l'eau pour tous. Et surtout, il y a un Blue Deal. Le Blue Deal qui émane donc de la conférence du forum, le 1er forum mondial de l'eau à Dakar. Il y a un Blue Deal, et ce Blue Deal, tous les partenaires doivent essayer de s'engager pour ce Blue Deal et surtout mobiliser les ressources, tous ensemble les ressources financières, nous entendons, pour permettre à ce que nous arrivons, en ce qui nous concerne par exemple, les pays du Sud, à moderniser les infrastructures, surtout de distribution, à aller vers des technologies nouvelles pour éviter la fuite des eaux et surtout que l'eau soit équitablement distribuée dans le monde et que l'eau ne soit plus source de conflits et que l'eau soit disponible pour tous. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, merci à tous. Effectivement, il y aura tant de choses à dire, notamment sur le potentiel guerre de l'eau. Il y a énormément d'enjeux géostratégiques qu'on n'a pas pu aborder, mais en tout cas, merci, ça nous a permis quand même de poser les sujets de part et d'autre de la Méditerranée, et avec votre aide également sur le panorama de la situation donc, sur le continent. Merci beaucoup. Et nous laissons tout de suite la parole à Laurence Bottero qui va aborder la question de la connectivité et de l'Europe en Afrique. Merci à tous. Bonjour, en direct du Forum Europe-Afrique à Marseille. Alors, on a évoqué depuis ce matin beaucoup de ressources, et on va évoquer dans la table ronde qui arrive une autre ressource, celle de la connectivité et des hubs pour accompagner la croissance verte, l'économie verte. Pour en débattre, car j'espère bien qu'il y aura un débat avec nous. Donc, Aimé Popa,